Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, nous allons aborder un sujet pas facile, mais quel est le sujet facile? Un sujet d'actualité, un sujet de notre quotidien, la fin de vie, avec nos invités. Pourquoi? Parce qu'un projet de loi a été annoncé par le président de la République pour la fin août, le début septembre. Il s'agit, dit-il, de bâtir un modèle français de la fin de vie en lien avec les parlementaires, un plan décennal national pour la prise en charge de la douleur et pour les soins palliatifs sera engagé avec des investissements qui, dit Emmanuel Macron, s'imposent pour assurer un accès effectif et universel aux soins d'accompagnement à la fin de vie. Alors, pour débattre de la fin de vie, nous allons essayer de dépasser les clivages pour ou contre l'euthanasie. Nous allons essayer de réfléchir au meilleur cadre d'accompagnement de la fin de vie des Français. Pour cela, nous avons avec nous Véronique Lefebvre-Desnouettes, auteure de Mourir sur ordonnance ou être accompagné jusqu'au bout aux éditions du Rocher. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin. Je vais lire les premières lignes de votre livre. Vous allez comprendre. Ensuite, avec nous Bernard Jaumier, qui est sénateur socialiste, médecin généraliste. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis Laurent Frémont, juriste, enseignant en droit constitutionnel à Sciences Po Paris, fondateur de Tenir ta main. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les trois. Merci. Je vais commencer avec donc les premières lignes du livre du docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes. Tes yeux sont fermés. Ton souffle est court et rare. Tes mains sont dans les miennes, d'abord crispées, accrochées à la vie que tu aimais tant. Elles se détendent au fil des mots tendres et doux qui sont prononcés par tous ceux qui t'aiment autour de ton lit d'hôpital. La perfusion, l'antidouleur s'écoule, enfin doucement dans tes veines. Tu sembles apaisé. La nuit s'épaissit, tu viens de rendre ton dernier combat. Tu es ma cousine chérie, tu as 63 ans, un cancer du sein métastasé au cerveau vient de t'emporter. Ce sont les premiers mots de votre livre. Oui, ça m'émeut encore énormément. Mais oui. Mais c'est ça qui se passe avec ma cousine, mais aussi avec mes malades très âgés, très vulnérables, que j'accompagne depuis plus de 37 ans dans mon hôpital gériatrique. Et en plus, je suis psychiatre. Donc vous voyez, je suis dans cet accompagnement, ce juste chemin, cette juste présence pour aider à accompagner jusque ces derniers moments, dans des conditions dignes. Et ces premières phases sont aussi un cri de colère. Parce qu'il a fallu que je me batte pour que ma cousine ait enfin une perfusion d'antidouleur. Les médecins organicistes, souvent, lâchent prise. Quand le cancer les dépasse et qu'il n'y a pas de possibilité d'accueillir en soins palliatifs, eh ben on ne regarde plus. Oui. On n'y va plus. Les médecins organicistes sont les médecins qui soignent le cancer, les oncologues, et qui, effectivement, sont d'excellentissimes techniciens. Oui. Mais ce ne sont bien souvent, malheureusement, que des techniciens. Malheureusement, oui. Du moins, ils agissent comme des techniciens. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la formation. On attend trop de la médecine. Et la mort, c'est médicalisé, c'est sécularisé. Il n'y a plus les rites, il n'y a plus cette temporalité. Il y a la course à une technique, des procédures, des protocoles extraordinaires. Mais où est l'humanité ? Oui, c'est très intéressant. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un chapitre dans votre livre sur la mort. Hein, la mort aujourd'hui, et même la mort aujourd'hui par rapport à la mort il y a 50 ans, hein, qui n'était pas... Le rituel n'est pas le même, le rapport à la mort n'est pas le même. C'est vraiment très, très intéressant. Ça nous permet de commencer à débattre autour de ces moments de fin de vie, de cette fin de vie que l'on se doit d'accompagner. Alors, meilleur cadre d'accompagnement de la fin de vie des Français, créer ce meilleur cadre. Comment faire pour ne pas être dans un débat trop simple pour ou contre l'euthanasie? Comment faire? Tiens, je me tourne vers vous. Comment faire, Laurent Frémont? Déjà, je pense qu'il faut partir d'un constat objectif de la situation, et qui est qu'il y a clairement un sentiment de mal mourir en France. Mais ce sentiment, il est alimenté par un manque de moyens et tout simplement par un manque d'application du cadre actuel. Il faut rappeler que la dernière loi sur la fin de vie date de 2016.
On n'a même pas eu le temps de la loi l'appliquer. Clé-Leonetti. On n'a même pas eu le temps de s'approprier. Les soignants ne sont pas tous formés. Il y a un rapport parlementaire très intéressant qui est sorti la semaine dernière qui prouve que cette loi est encore restée très théorique. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir que sur ce sujet extrêmement délicat, on est dans une sorte de fuite en avant. Donc on cherche toujours des lois, plus de lois, plus de judiciarisation, de technicité dans la médecine. Mais la loi sert à fixer un cadre aussi. Donc, mais est-ce qu'on pourrait prendre le temps tout simplement de s'approprier un cadre qu'on s'est donné, qui a fait consensus d'ailleurs au Parlement, et pour voir ensuite... Vous voulez dire que pour vous, il n'y a pas besoin d'un nouveau texte de loi, il n'y a pas besoin, il suffirait d'appliquer strictement les recommandations de la loi Clé-Leonetti de 2016 et qu'on n'a pas besoin d'aller un peu plus loin dans... Mais on pourra toujours aller plus loin. La loi ne viendra jamais résoudre toutes les questions qu'on se pose dans la vie et surtout les questions les plus existentielles. Mais est-ce qu'il faut une loi pour répondre à toute situation individuelle ? Est-ce qu'il faut une loi finalement pour répondre aux désirs de chacun? Je ne le pense pas. Le rôle de la loi, comme vous le dites, c'est de poser un cadre. Donc là, c'est le rôle de l'éthique dans un dialogue entre patients, soignants et proches, de voir comment appliquer ce cadre. Mais là, tout simplement, depuis 1999, tout Français a droit aux soins palliatifs. C'est écrit dans la loi. La loi permet aux soignants de mettre sous sédation irréversible des patients proches de la mort dont le cas est désespéré et les souffrances sont intolérables. Mais avant cela même, depuis 99, la loi donne à tout le monde le droit d'avoir accès aux soins palliatifs, mais il y a seulement un tiers des gens qui nécessiteraient un accès aux soins palliatifs qui ont un réel accès, par manque de moyens, par manque de formation, par manque d'équipe sur le terrain. Donc, déjà, voilà, première petite objection à cette volonté présidentielle d'aller toujours plus vite, d'aller toujours plus loin. Est-ce qu'on pourrait prendre le temps d'appliquer une loi qui a quasiment 25 ans nous allons voir et d'en tirer ensuite les conséquences? Nous allons voir que peut-être d'autres patients n'ont pas envie de passer par la case soins palliatifs. Peut-être, ça existe aussi. Qu'en pensez-vous, Bernard Jomier ? D'abord, moi, je suis très, content que ce sujet soit débattu. Oui. Parce que c'est un sujet qui concerne toute la société. Que ça a été dit, c'est la question de la mort qui est compliquée à aborder dans toutes les sociétés. Et merci d'avoir lu ces quelques phrases de votre livre en introduction, parce que il faut que tous, et nous les législateurs qui allons devoir voter sur un nouveau texte, nous n'oublions jamais d'abord le principe d'humanité. Celui-là, il est essentiel, et je crois qu'il rassemble largement. Et après, quand on va rentrer dans le débat, je crois que la bonne façon de résoudre le problème, c'était l'interpellation que vous faisiez, Jean-Jacques Bourdin, c'est de partir d'expliciter les valeurs qu'on veut mettre en avant. Il y a un consensus actuellement, et vous l'avez dit tous les deux, sur le fait que les soins palliatifs sont insuffisamment appliqués dans notre pays. Alors, le nombre de rapports et de lois, mais qui se sont empilés pour faire le même constat, et la Convention citoyenne fait le même constat, d'une application défaillante de la loi, doivent amener à ce que le chef de l'État nous dise autre chose que c'est une priorité, mais maintenant, qu'il y ait dans un texte de loi un calendrier et les moyens. C'est la raison pour laquelle il a dit, sans défendre le chef de l'État, je suis factuel, c'est la raison pour laquelle il a dit qu'il allait mettre en place, dans le projet de loi, un plan décennal national pour la prise en charge de la douleur et pour les soins palliatifs. Et ce sera compliqué, parce que tout le monde connaît la situation, et le manque de professionnels de santé, et le manque de budget, etc. Donc ça va être compliqué, mais il faut le faire. Mais il faut le faire. Et ça fait encore. Mais ça ne suffit pas. C'est la première chose. Mais ça ne fait pas taire le débat. Non, parce que quelles sont les valeurs que sous-tend ce débat? Et ce sont toujours les mêmes valeurs dans la réflexion bioéthique. Je dis, j'ai été un des rapporteurs de la dernière loi de bioéthique au Sénat. Il y a des valeurs cardinales à partir desquelles il faut organiser la réflexion et la décision. Évidemment, la bienfaisance, la non-malfaisance, mais ça, le cadre actuel... Après, il y a deux valeurs qui sont prises en défaut actuellement. La valeur d'équité, parce qu'effectivement, là, ça ramène au non-accès aux soins palliatifs d'une partie de la population. Et puis, il y a une valeur qui s'est développée dans notre droit positif ces dernières années, qui a pris de l'essor lors des dernières lois de bioéthique, c'est la valeur d'autonomie. Le principe d'autonomie qui est qu'un citoyen doit se voir reconnaître le droit
de prendre des décisions concernant son propre corps et sa destinée. Et le cadre actuel de la loi Claes-Leonetti est sur ce point-là insuffisant. Ce principe est traduit en langage courant par une association qui dit « ma mort m'appartient ». Ça, c'est une affirmation du principe d'autonomie, ou par la liberté de choix. Mais, et je termine là-dessus, ce principe d'autonomie qui doit être plus reconnu est évidemment confronté à d'autres principes. Choisir, vous voulez parler, choisir le moment de sa mort. Le principe d'autonomie fait que, quand arrive la fin de la vie, le fait que la décision soit largement mise entre les mains de l'individu est insuffisamment reconnu dans notre loi. C'est un peu ce que dit la Convention citoyenne. C'est ce que dit la Convention citoyenne sur l'aide active à mourir. Donc jusque-là, je dirais, il n'y a pas encore consensus, puisqu'une partie des personnes dit « n'allons pas plus loin dans le principe d'autonomie », mais il y a quand même 73% des conventionnels. Alors, c'est la question que je voulais vous poser, est-ce qu'il faut aller plus loin ou pas? Vous dites non. En fait, c'est pas aller plus loin, c'est aller ailleurs. Oui. Je pense qu'il ne faut pas raisonner en termes de gradation. Là, on a une loi qui, comme vous l'avez dit, met en avant le principe de solidarité. Quoi qu'il en soit, la société sera à votre côté jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'on mettra tous les moyens pour soulager les douleurs. Mais de là à dire votre mort vous appartient, vous allez, entre guillemets, vous débrouiller pour choisir l'heure et les conditions de votre mort, c'est un autre message. C'est effectivement un message d'autonomie, mais c'est vraiment aller ailleurs. Donc c'est pas aller plus loin. Enfin, pour moi, c'est non, mais d'accord, c'est pas aller plus loin. Un autre débat. Mais c'est un autre débat, mais pas tout à fait tout de même. Hein. Pourquoi un autre débat? Je ne comprends pas très bien. Parce que la loi... développer les soins palliatifs, je crois que ça fait consensus. La loi aujourd'hui... Et ça fait consensus chez les médecins, ça fait consensus chez les malades, ça fait consensus chez tout le monde. Bon, c'est une chose, ça c'est acquis. Mais l'autre débat n'est pas acquis. La loi aujourd'hui s'adresse à ceux qui vont mourir, donc très clairement les personnes en fin de vie. Et là, vous parlez des personnes qui veulent mourir, qui veulent mettre fin à leur jour, qui veulent se suicider. Donc c'est un autre débat. Oui. Se suicider, alors le mot, on parlera du mot parce que vous en parlez dans votre livre. Oui, mais docteur. Alors, je suis docteur en philosophie, en éthique médicale, donc ces principes qui ont été développés par Beauchamp et Childress, ce sont des Américains dès 1979, mais ils se regarde, il se tempère. Aujourd'hui, la façon dont on maltraite le mal mourir en France fait qu'on devient malfaisant. Malgré nous, à l'insu de notre plein gré, si je puis dire. Bien sûr. Et autonomie, c'est se donner à soi-même sa propre loi. Et qu'est-ce qu'on fait quand l'autonomie est blessée par une maladie d'Alzheimer, une maladie neuroévolutive, une maladie psychique? Votre autonomie se limite à la mienne. Et lorsqu'on parle d'aide active à mourir, on oublie souvent le M de médical. Il faut bien un médecin qui soit là et qui soit inscrit dans ce parcours. Sur l'aide active à mourir. Absolument. Nous allons faire la distinction entre l'euthanasie, le suicide assisté, l'aide active à mourir, la sédation profonde. Nous allons essayer de distinguer tout cela pour que les auditeurs et les auditrices comprennent bien les différences. Ça permet de mieux réfléchir à cette question qui est une question essentielle, évidemment. Il est 11h16, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Avant de prendre des témoignages, celui de Françoise, celui de Marie-Emmanuelle, je voudrais que nous distinguions bien l'euthanasie, du suicide assisté et de la sédation profonde. Alors, l'euthanasie, je prends le Comité national d'éthique, définition. L'euthanasie est l'acte d'un tiers qui met délibérément fin à la vie d'une personne qui le demande dans l'intention de mettre un terme à une situation jugée insupportable. Donc, l'euthanasie, on est bien d'accord tous les trois, il y a un tiers qui intervient et qui met délibérément fin à la vie d'une personne qui le demande. C'est cela. Et un tiers médical. Et un tiers médical, c'est bien cela. C'est tout à fait ça. Bon, l'euthanasie qui est pratiquée en Belgique, aux Pays-Bas, je crois aussi. Oui. Et c'est tout en Europe. Depuis 2001, non, en Espagne, depuis 2021. En Espagne aussi. Oui. Depuis 2021 en Espagne. Bien. Alors, c'est une substance létale qui est administrée par voie orale ou intraveineuse à la personne qui le demande. Absolument.
Mais il faut être en capacité de le demander. Oui. Hein, et il ne faut pas qu'une personne décide pour vous. Oui. Sinon, ça s'apparente à un meurtre, comme ça s'est passé malheureusement par des médecins en France. Hein. Bon, alors, mais docteur... Le produit est létal, donc Le produit est l'intentionnalité y est, et la temporalité est extrêmement brutale. C'est-à-dire que... Mais si le patient a fait cette demande par écrit, que se passe-t-il ? On peut tout à fait... il y a suivre cette... Si... Pas dans le cas actuel. Ah, mais non, mais pas en Ah, France. pas le cadre... Mais non, l'euthanasie est interdite en France. L'euthanasie, rappelons-le. Bon, non, mais que les choses soient claires. Oui. On est clair. Voilà. Le suicide assisté, c'est autre chose. C'est un peu différent de l'euthanasie. Très différent. Cette méthode consiste à prodiguer à une personne qui le demande l'environnement et les moyens nécessaires pour qu'elle mette fin à sa vie. Je dis bien qu'elle mette elle-même, donc, le modèle fin suisse. à sa vie. C'est le modèle suisse. C'est-à-dire qu'on permet à quelqu'un de se donner la mort. C'est ça. Là, vous avez deux modèles. Donc, le modèle suisse où il y a l'assistance d'une association qui va encadrer tout ça. Il y a un modèle plus à l'Oregon, qui est un État américain, où c'est la personne qui s'administre elle-même la substance pour se supprimer. Enfin, encore faut-il que la personne puisse s'administrer la substance. Absolument. Il y a des cas très compliqués de sclérose latérale amyotrophique, par exemple, où c'est très compliqué qu'elle s'administre elle-même la substance. Oui. En Suisse, beaucoup de suicides assistés. Est-ce qu'on a quelques chiffres? Oui, on a des chiffres. Par exemple, on nous parle d'un tourisme de la mort, des Français qui ne peuvent pas... Oui. Parce que c'est Parce que c'est interdit en France, oui. Eh bien, ça concerne 50 personnes. Suisse et Belgique confondus. Suisse et Belgique confondus, entre l'euthanasie et le suicide assisté. Donc il n'y a pas de tourisme de la mort. Hein. Et c'est heureux. Parce que là, le principe d'équité dont vous parliez est inadmissible. Hein. Un suicide assisté en Suisse coûte 10 000 euros. Bien. Non, mais c'est important ce que vous venez de dire, parce que se mêle dans le modèle suisse. Alors, effectivement, la différence entre la Suisse et la Belgique, c'est un peu la différence suicide assisté, euthanasie. Oui. Mais le modèle belge est un modèle par ailleurs public, qui se passe y compris à l'hôpital, sans considération financière, alors que le modèle suisse est très coûteux. Et qu'il y a même des associations qui, au fond, et je le dis, c'est indépendant de la question elle-même, suicide assisté versus euthanasie, mais ça pointe l'importance des conditions dans lesquelles on va autoriser telle ou telle évolution de notre législation. Alors, la Convention citoyenne, elle, réfléchit et est assez favorable à une aide active à mourir. Alors, quelle différence entre l'euthanasie, le suicide assisté et l'aide active à mourir? Docteur. Pour moi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais non, puisque c'est l'aide médicale active à mourir. C'est-à-dire que le médecin est toujours celui qui va prescrire, d'où le titre de mon livre, Mourir sur ordonnance. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prescrit. On dit la mise à disposition d'un produit létal. Il faut bien qu'il y ait une ordonnance d'un médecin qui le fasse en amont, que ce soit pour l'euthanasie ou pour le suicide assisté. L'euthanasie, c'est le médecin qui injecte. Le suicide assisté, c'est la personne qui mais dans l'aide active à mourir, c'est un amalgame. Ça ne dit pas si c'est le médecin qui injecte ou si c'est la personne qui s'injecte le produit. En fait, on a compris que la Convention citoyenne a avancé par marches successives. Donc, pour essayer de voir où il y avait un accord le plus large possible. Donc, soutien aux soins palliatifs, unanimité. Après, aide active à mourir, qui peut comprendre l'euthanasie ou le suicide assisté, ou encore une troisième option, qui est le suicide assisté avec exception d'euthanasie pour répondre à ce que vous souleviez des personnes qui ne sont pas en capacité de. Donc l'aide active à mourir regroupe l'ensemble de ces situations. Et tout le travail va être, vous avez raison, parce qu'il faut être précis sur les concepts, et si il est décidé d'autoriser l'aide active à mourir, il va falloir préciser. Est-ce qu'on autorise l'euthanasie? Est-ce qu'on autorise le suicide assisté? Et si on ne prend que suicide assisté, est-ce qu'il y a des situations avec exception d'euthanasie? Jean-François Delfrécy s'est beaucoup exprimé, le président du Comité national d'éthique, sur cette question-là. Bien sûr. Et sur cette option. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose ou pas? Juste en termes d'historique, on peut dire quand même que... l'euthanasie est quand même un modèle que je trouve périmé. Enfin, c'est un modèle du XXe siècle, parce qu'avec l'allongement de la durée de la vie, on arrivait dans des cas assez inextricables, et certains médecins pratiquaient ce qu'on appelle des cocktails lithiques, donc
supprimer leurs patients un peu clandestinement. Et je trouve que ça, c'est une immense hypocrisie. Hein. Oui, mais ça. Moi, j'ai fait fonction d'infirmière. Oui. Vous voyez mes études de médecine, Oui. et j'ai tout un chapitre là-dessus où j'ai, moi, Oui. posé Oui. des Vous perfusions le dites, de oui. cocktails lithiques. Bien sûr. Et je trouve Et que je ne savais pas ce que c'était. Depuis, Dans les années on a 80. fait énormément de progrès thérapeutiques. La médecine a avancé très vite. On a trouvé des solutions très innovantes pour Oui. notamment apaiser les douleurs. Oui, je parle beaucoup de la douleur. Hein. Oui. Il faut bien expliquer les paliers et les médicaments en regard. Donc je trouve de ça ces dommage paliers. de revenir à une pratique qui est déjà ancienne. Non, mais, il ne s'agit pas de revenir à une pratique obligatoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, oui, bien sûr. Il ne s'agit pas d'obliger à l'euthanasie. Personne n'a parlé de ça, mais Permettre, ce n'est pas obligé. alors la loi est quand même un message collectif Oui, qui va peu à peu modifier les C'est vrai. comportements. On parlait du suicide. Oui. Depuis que le suicide assisté a été autorisé en Suisse, il y a eu Suisse, oui. plus 30% sur les suicides. Voilà. Et en Belgique, la Belgique, Peut-être parce qu'il y avait eu un désir. et la Belgique, c'est le pays d'Europe où on se suicide le plus. Et donc là, on peut pas dire que la loi est neutre. La loi renvoie des messages, elle modifie peu à peu notre perception collective, notre inconscient collectif. Oui. Et donc, si on ouvre la porte au suicide, ben c'est un choix de société. Hein. Mais par exemple, toute notre politique de prévention du suicide, qui est très forte en France, la politique d'assistance aux personnes qui désirent se suicider ou qui passent à l'acte, il y a 100 000 personnes qui sont hospitalisées chaque année. Après 200 000 tentatives de suicide, 10 000 morts par an Exactement. de suicide abouti, dont la plupart des personnes âgées. Qu'est-ce qu'on dit à ces personnes? Est-ce qu'on va continuer à les réanimer? Oui, le suicide dont on ne parle pas ou peu en France parce qu'il y a C'est une tabou forme de aussi. tabou. Oui, oui. Alors que c'est un énorme sujet. Alors que c'est un énorme sujet. Nous allons prendre 2 témoignages. Je vous ai promis, on va faire la page de pub tout de suite, comme ça nous pourrons ensuite écouter Françoise et Marie-Emmanuelle. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, la fin de vie, débat sur l'antenne de Sud Radio ce matin, des passionnés, débat, et c'est ce que je souhaitais, et j'en suis heureux, et je remercie nos intervenants, Véronique Lefebvre-Desnouettes, qui est auteur de Mourir sur ordonnance, ou Être accompagné jusqu'au bout. Je vous incite à lire cet excellent livre aux éditions du Rocher. Laurent Frémont, qui est juriste, enseignant en droit constitutionnel à Sciences Po Paris, fondateur de Tenir ta main, et nous reviendrons sur la mort, sur la solitude au moment de la mort. Bernard Jomier, qui est sénateur socialiste et médecin généraliste, qui est aussi avec nous. Et 2 témoignages, celui de Françoise. Bonjour Françoise. Allô, Françoise, vous êtes là? Allô, Françoise? C'est pas Françoise, c'est Michel. Ah, pardon, sur ma fiche, il y avait Françoise, Michel. Je suis désolé, C'est l'inverse, Michel. c'est pas grave. Bon, Michel, Oui. vous souffrez d'une maladie génétique, vous souffrez depuis 50 ans, Françoise. Oui, Hein, vous habitez Bormes-les-Mimosas. oui, Vous avez donc cette maladie génétique depuis que vous êtes toute petite. Beaucoup d'autres problèmes. oui, qui sont venus se greffer dessus, le cœur, les maladies inflammatoires aussi génétiques. Et donc ça fait beaucoup, quoi. Vous allez avoir 70 ans Oui. en septembre et vous êtes épuisé. Oui, l'enfermement dans la douleur, puisque les médicaments, je les supporte pas. Oui. Donc, il n'y a rien, on peut rien me donner pour soulager les douleurs causées par la colonne vertébrale, les douleurs causées par la maladie inflammatoire. Et au bout d'un moment, ça devient insupportable, quoi. Oui. Plus, avec l'âge, on devient de plus en plus seul. Et mes promenades avec le fauteuil roulant se réduisent de plus en plus. Et tout ça, ça fait que oui, il y a longtemps que j'ai réfléchi à tout ça, mais bon, ma décision a été prise il y a longtemps pour mettre fin quand la loi passera, quoi, en fait, puisque j'ai pas les moyens de partir ni en Suisse ni ailleurs. Et il faut quand même avoir de l'argent. Moi, j'ai 850 € de retraite. C'est pas fait pour tout le monde. Hein. Vous rêveriez. Vous Oui, accepteriez d'aller en Belgique, par exemple? Oui, bien sûr. Bien sûr.
Mon fils, on en a parlé pendant longtemps. Il a mis 2 ans pour accepter de signer les papiers de la DMD. Mais bon, si ça doit se passer dans des conditions douces, comme c'est fait en général dans ce genre de situation. Moi, j'ai une amie qui est partie comme ça. Elle a absolument pas. Elle est partie sur un sourire, quoi. Avec son fils qui lui tenait la main. Et pour la famille, c'est beaucoup mieux. Et pour la personne, elle n'a plus aucune souffrance. Elle s'endort, quoi. C'est tout. Enfin, elle peut finir en paix. Et c'est un soulagement pour la famille que de devoir, pour quelqu'un, pour un enfant qui voit sa mère partir dans des souffrances atroces. C'est le quotidien de mon fils depuis qu'il est né. Donc voilà. Je veux dire, pas évident. Abréger vos souffrances, c'est avant tout pour ce fils que vous aimez. C'est pour lui et c'est pour moi. Parce que moi, je vis dans ce corps. Oui. Et vu que ça s'aggrave avec une maladie neurodégénérative, je ne vois pas l'issue. J'ai arrêté le dessin, j'ai arrêté tout ce que j'étais capable de faire. Je ne peux plus cuisiner, je ne peux plus couper des légumes, je ne peux plus rien faire. Toutes mes passions se sont envolées parce que la maladie me les a prises. Donc il n'y a pas moyen d'échapper à la douleur. Je suis seule face à cette douleur. Dans une unité on prend en charge cette douleur, mais oui, j'y suis allée. Pour moi, ils n'ont rien fait. Hein. Ça n'a pas été possible. J'ai rejeté tous les médicaments. Mon système nerveux n'accepte aucun des médicaments. Cortisone, morphine, dérivés, c'est pas possible. Je ne dors plus, je convulse. Et donc, ils sont obligés de tout arrêter. Docteur. Alors oui, on aimerait tellement pouvoir apaiser votre souffrance morale et vos douleurs physiques, madame. Mais il n'y a pas que les médicaments. Il y a toutes les thérapeutiques non médicamenteuses, y compris le cannabis thérapeutique, y compris localement. Vous parliez d'un problème au niveau médulaire. On peut vous aider au niveau médulaire. Il y a toute une pharmacopée qui passe aussi par les psychotropes, les anxiolytiques, les antidépresseurs, que peut-être votre corps ne rejettera pas. Mais je pense que Michel en a pris. Non ? Si vous voyez le sac de médicaments que j'ai tous les mois, j'ai tous les et au-delà des médicaments, il y a l'alliance thérapeutique que vous n'avez visiblement pas pu trouver avec les médecins de la consultation antidouleur ou avec les consultations qui vous ont été proposées. Mais non, mais j'y suis retournée 2 fois en unité douleur. La deuxième fois, ils n'ont pas voulu me prendre. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. Ça ne va pas. C'est pas un discours que je peux entendre. Oui. Ça ne va pas. Mais comment ne pas entendre aussi la volonté de Michel? Oui, elle veut arrêter de souffrir. Et avec un idéalisme de mort douce, l'euthanasie, l'a mal nommé, hein. On s'endort avec le sourire et la main dans la main de son fils. Mais c'est une mort qui est brutale parce qu'elle se passe dans une temporalité qui est extrêmement restreinte. Lorsque moi je pratique des sédations médicales profondes et continues jusqu'au décès pour les personnes qui vont mourir, eh bien la mort est douce. Mais la famille est là. Pour Michel, une sédation profonde, une aide à mourir, une sédation profonde est impossible. Pour l'instant, la loi ne le permet pas, puisqu'elle n'est pas en fin de vie. Soyons clairs. Soyons tout à fait clairs. C'est là, peut-être, et nous mettons vraiment, nous insistons sur un point précis, c'est là où peut-être il faut une évolution de la loi. Bien sûr. Bernard Jomier. Enfin, moi, au nom de quoi? Enfin, Michel, votre auditrice, a une longue réflexion. Elle a une longue réflexion. Elle nous explique que, notamment, son fils a mis 2 ans à accepter cette démarche. Donc, c'est pas un coup de tête, c'est pas une situation ponctuelle de souffrance. C'est un long processus. Et nous n'avons pas de réponse qui soit satisfaisante. Il n'y en a pas des dizaines de milliers dans le pays, c'est certain. C'est évidemment que si les soins palliatifs étaient accessibles à tout le monde, la plupart des situations
situation serait résolue. Mais pas toutes. Et là, au nom de quoi, au nom de quel principe lui refuserions-nous de décider de terminer sa vie? Moi, je crois que le débat sur la fin de vie, d'abord, il y a un point important à dire. Je suis médecin et il n'appartient pas aux médecins. Il appartient à la société. Et là, en tant que législateur, puisque j'ai les deux casquettes, si je puis dire, j'entends cette demande de beaucoup de nos concitoyens de se voir reconnaître, encore une fois, mieux ce principe d'autonomie, en le confrontant à d'autres règles. Bien sûr, il ne peut pas être absolu. Bien sûr, il a des garde-fous. Bien sûr. Évidemment. Mais cette femme, madame, illustre parfaitement le fait qu'on n'y arrive pas, que le système de soins n'y arrive pas. Elle nous et dit qu'il en faut même temps qu'elle est allée 2 fois dans ce centre antidouleur et qu'on ne l'a pas reçu. Il faut accepter qu'elle prenne une décision et lui donner le cadre légal qui le permette. Il faut décider ça de façon apaisée. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite, que la loi évolue et en prenant en compte, évidemment, d'autres principes éthiques et notamment en respectant l'éthique des soignants qui est de ne pas administrer la mort. Alors, Laurent Frémont. Non, mais évidemment, c'est un témoignage très, très poignant, mais j'entends quand même beaucoup de solitude et un problème de prise en charge. Donc je voudrais pas que cette solution soit finalement un échec collectif, qui serait de dire on n'a pas trouvé les remèdes appropriés, on n'a pas su être là au bon moment pour vous accompagner dans votre maladie. Mais la médecine ne peut pas tout. Ah non. La médecine ne peut pas tout, Laurent Frémont. Mais justement, la technique ne peut pas tout. Soulager souvent, guérir parfois, écouter toujours. Voilà. Bien sûr. Mais je préférais qu'on cherche à soulager, à supprimer la souffrance plutôt qu'à supprimer Et le patient. si on ne peut pas, est-ce qu'on ne doit pas donner un cadre dans lequel cette dame qui est avec nous, Michel, qui en a assez? Est-ce qu'on ne peut pas lui donner un cadre pour partir comme elle le souhaite? Moi, je pense qu'on n'a pas déployé tout ce qu'on aurait pu pour elle, pour la sortir. On ne sait pas. Exactement. On ne sait pas. Exactement. Michel. Mais le refus me choque beaucoup de cette unité douleur, de lui dire on ne peut rien pour je vous. comprends. Il y a un vrai sujet de prise en charge. Oui, oui. Michel, Oui. vous écoutez? Que dites-vous? Que nous dites-vous? Que Mais nous je dis dites-vous? que j'ai le droit de disposer de ma vie Bien sûr. et de ma mort. Personne ne vous le conteste. Personne des contraires. Oui. Ben si, on me le conteste. Ben non. On me le conteste Je crois que oui, de la part d'un oui. gouvernement qui s'acharne à refuser. Je crois que l'enjeu... Parce que Pardon, madame. c'est la deuxième fois que nous sommes majoritaires au niveau des votes qu'il y a eu l'année dernière. Et pour une poignée d'élus qui ont décidé de manipuler le vote alors qu'on est arrivé à 90%. 90%, c'est la majorité pour moi. Donc, il se passe des choses quand même qui nous dépassent au niveau du gouvernement. Michel, justement, il y a une évolution de la loi. Nous allons voir jusqu'où ira cette évolution. Encore une fois, puisqu'il y aura une discussion au Parlement. Emmanuel Macron, pour cette fois, va associer le Parlement pleinement à sa réflexion et à la rédaction de ce projet de loi. Que vouliez-vous? Vous, élu, vous êtes parlementaire, Bernard Jomier. Michel dit la loi ne me donne pas la possibilité de mettre fin à mes jours. Oui, et moi je... Si. Oui. Non, la loi ne lui donne pas la possibilité. Depuis 1791, le suicide n'est pas illégal. Voilà. Oui, mais ça, c'est laisser la personne se débrouiller toute seule, et ça n'est pas un cadre collectif et juridique qui est satisfaisant. Il faut que la loi évolue. L'enjeu, c'est que la loi évolue pour permettre à quelqu'un comme Michel, votre auditrice, madame, qui a un long parcours de souffrance, qui est dans une impasse, de pouvoir bénéficier de ce droit. Et moi, je vais travailler à ça, sans que la loi ne serve de substitut au défaut de prise en charge en soins palliatifs. Oui, c'est-à-dire que, soyons clairs, pour parler clairement, sur 100 situations de fin de vie qui actuellement posent problème, parce que la plupart ne posent pas de problème, il faut le rappeler. Mais sur 100 qui posent problème, par un déploiement général et idéal des soins palliatifs, on résoudrait 90 de ces 100 situations. Oui, c'est certain. Mais il n'empêche qu'il en resterait
une dizaine qui, elles, ne seraient pas résolues. Et pour ces personnes, il faut faire évoluer la loi, il faut faire mieux reconnaître ce principe d'autonomie et donner à ces personnes le droit. Alors moi, ma position personnelle, puisque vous m'avez interpellé, au terme un peu, enfin on arrive on a beaucoup discuté, c'est plutôt d'accepter le suicide assisté. Et par contre, je ne souhaite pas que le métier de soignant voit violer un de ces principes fondamentaux qui est de ne pas donner la mort, et donc je ne suis pas favorable à la généralisation de l'euthanasie. Bien, on va... merci beaucoup pour votre témoignage, Michel. Il est 11h44. Je vais prendre quand même, parce que je voudrais entendre Marie-Emmanuelle qui travaille. Mais vous vouliez ajouter juste avant un peu de pub. C'est un point fondamental, ce que disait monsieur le sénateur. La porte, elle est soit ouverte, soit fermée. Et on a fait le choix, collectivement, comme la majorité des pays, notamment le Royaume-Uni, qui a beaucoup développé les soins palliatifs, on a fait le choix collectivement d'un pacte de non-abandon qui est de dire on va essayer de vous accompagner jusqu'au bout. Pourquoi on essaierait Donc pas... on ferme la porte. Non, si vous voulez, mais en tout cas c'est binaire. À partir du moment où la porte est ouverte, eh bien là, pour le coup, je pense pas qu'on puisse rester dans un cadre aussi restrictif, aussi encadré, parce qu'on trouvera toujours des situations individuelles. Il y aura toujours quelques dizaines de cas qui nécessiteront un élargissement de la loi. Et ça fera comme en Belgique, où la loi a évolué 17 fois en 20 ans. Mais on n'est pas obligé. Pourquoi est-on obligé de faire évoluer la loi? Parce que dès que vous ouvrez les portes... Quand on ouvre la porte, l'expérience le montre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous oubliez ces quelques cas qui vous oubliez, c'est-à-dire que vous les laissez dans quelle situation? Mais dans ce cas, vous allez jusqu'où, Jean-Jacques? Non, mais moi, par exemple, je ne veux pas prendre parti. En Belgique, c'est les mineurs. Non, mais je ne parle pas de l'euthanasie. Je ne prends pas l'exemple belge. Et c'est ce que dit l'exemple belge est paradigmatique des excès. Partout, on voit une extension quasi illimitée du champ d'application de l'euthanasie. Donc c'est un simple avertissement au législateur qui est de... Enfin, là, on voit que les conventionnels de la Convention citoyenne... Donc vous n'avez pas de réponse à apporter, Michel? Si, l'aider à sortir de cette solitude, qu'elle vienne me voir à ma consultation, que je puisse me déplacer, qu'elle puisse trouver un soignant impétent et compétent qui fasse ce pacte d'alliance avec elle. Jusqu'à présent, elle veut encore vivre, malgré son handicap, malgré ses souffrances, et c'est extraordinaire. Bon, Michel? Oui. Vous êtes toujours là? Je suis toujours là. Vous voulez encore vivre? Si j'allais bien, oui. Je fais une fondue de la vie, moi. Et ça se sent. J'adore la vie. J'étais cueilleuse de fleurs à bord mes mimosas dans la colline. Magnifique. Je faisais des bouquets qui partaient tous les matins au marché. J'adorais ça. Et j'adore plein de choses. J'adorais peindre, j'adorais dessiner. Je suis une passionnée. J'ai fait de la naturopathie. Je voulais en faire mon métier. Puis la maladie a tout foutu en l'air. Non, j'aime la vie, j'aime aider les autres et j'aime vivre, mais pas comme ça. Je peux plus rien faire. Oui, je comprends. Merci Michel, merci pour votre témoignage. Il est 11h46, un peu de pub et ensuite nous terminons. Marie-Emmanuelle sera aussi avec nous. Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons écouter Marie-Emmanuelle. Bonjour Marie-Emmanuelle. Bonjour. Vous êtes à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Vous avez fait du soin palliatif en étant infirmière. Vous vous êtes battue pour vos patients. Vous les avez accompagnés, vos patients, en fin de vie. Oui. J'imagine l'émotion à chaque fois. Oui, l'émotion, la peine, la douceur, la joie, la gratitude aussi. Enfin, c'est énormément de choses très intenses. Mais moi qui me portait, qui me touchait beaucoup. Et j'ai été aussi très touchée par le témoignage juste avant de Michel ou de Françoise hier, je crois. Oui. Voilà, c'est des situations qui sont forcément qui questionnent. Moi, ce que je voulais partager, c'était de pas sous-estimer effectivement l'impact de l'euthanasie ou du suicide assisté sur le médecin, les soignants, les infirmiers qui y contribuent. Ça reste un homicide, même si c'est dans un geste de fraternité. Et là, c'est vrai, enfin vous l'avez déjà dit et redit, mais la mission du soignant, c'est d'accompagner la vie,
de soulager, c'est aucunement de donner la mort. Mais la sédation profonde, c'est une manière de donner la mort aussi, pardon? Non. Non? Non, la sédation, c'est une manière de soulager des souffrances qu'on n'arrive pas à soulager autrement et de permettre à la personne de Oui, s'endormir. sauf que le soignant sait très bien... C'est la mort qui survient quand elle a... Oui, mais Marie-Emmanuelle, le soignant sait très bien qu'en pratiquant la sédation profonde, il conduit le patient vers la mort. Il accompagne le patient vers la mort, non? C'est une manière d'accompagner, mais c'est pas donner la mort par une injection létale en quelques instants. Dans le délai, dans l'intentionnalité. C'est beaucoup plus long et vous avez le temps d'endormir et de pousser la seringue de morphinique s'il le faut, pour apaiser les souffrances. L'objectif, c'est d'apaiser et d'endormir en l'occurrence, mais c'est certainement pas de supprimer la vie. Le principe de la sédation, c'est que la personne, elle est réveillable. S'il y a un membre de la famille qui vient et qui veut redire quelque chose d'important, il y a encore des situations où on peut réveiller et laisser encore un échange à la personne, par exemple. On peut faire une sédation qui est progressive, juste pour un soin qui est très douloureux pour des personnes cancéreuses ou qui ont des escarres comme mes malades. Et puis, quand la famille se réunit enfin, attendre. Et puis souvent, elles attendent. Enfin, c'est le médecin Pardon, mais c'est un concept qui est apparu dans la loi Claes-Leonetti, la sédation profonde et continue, justement parce qu'à l'époque, les débats au Parlement avaient montré la demande déjà de légalisation du suicide assisté, de l'euthanasie. Les parlementaires n'ont pas voulu aller jusque-là, et donc il y a eu une formule qui a été trouvée, et vous avez raison, Jean-Jacques Bourdin, de souligner que à la fois, oui, elle est profonde et continue, et maintenue jusqu'au sous-entendu, continue jusqu'à la mort. Vous avez raison. Volontairement, dites-moi, et volontairement, continue. Voilà. Et de concert avec la famille, avec la personne de confiance, mais c'est très intéressant parce que ça raconte justement tous les enjeux de ces débats qu'on a. C'est qu'on est obligé, en fonction des demandes de la société, des règles éthiques, de nos valeurs, de trouver des formes de compromis. Et un compromis, forcément, ça n'est pas chimiquement pur. Et cette notion de sédation profonde et continue, c'est un compromis. Dans la pratique, ça ne fonctionne pas très bien, il faut le dire. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Nous, c'est ce que nous avons pratiqué pendant la Covid, puisque nos décès étaient consécutifs et nous n'avions aucun moyen d'accès à la réanimation, au masque FFP2, et pour les personnels, pour les malades. Évidemment, on n'allait pas les regarder les bras ballants en train de s'étouffer. Oui, mais c'est une insuffisante reconnaissance du droit des patients. Quel droit ils pouvaient ériger à ce moment-là? On les a évidemment endormis et on les a mis sous morphinique pour qu'ils ne puissent pas souffrir. Marie-Emmanuelle, merci. Si je puis ajouter un mot en tant que soignante et pour avoir vraiment utilisé ces produits sur prescription, c'est pas du tout la même chose. Il y a une histoire d'intention et c'est pas la même chose d'administrer une dose dont on sait qu'elle est létale. Vu l'état de la personne dans l'immédiat, et une dose qui va progressivement soulager et qui forcément mènera à la mort. Mais c'est des personnes qui sont en situation de fin de vie. Et donc vraiment, moi je pense qu'il ne faut pas non plus... là je parle de ma position d'infirmière. Au nom de quoi faire porter à d'autres personnes, notamment à des soignants, la responsabilité d'un choix. Les personnes qui veulent se suicider parce que la perspective est trop lourde, mais pourquoi faire porter à un autre le poids de ce... Donc vous êtes plutôt favorable, vous seriez plutôt favorable à un suicide assisté alors? Mais non, justement, je suis en train de dire l'inverse. Alors à l'euthanasie. Pourquoi faire porter le poids à d'autres de son choix de se suicider? Alors à l'euthanasie. Quelqu'un qui veut se suicider, c'est un choix individuel. Il ne peut pas le faire porter. C'est pas les médecins, c'est pas les soignants. Les tiers soignants, médecins sont là pour accompagner la souffrance psychologique. On est prêt à faire énormément de choses. On ne peut pas tout, comme vous l'avez dit avant dans l'émission. Mais moi, je ne me vois pas dormir après avoir... je comprends. Avoir accompagné un suicide assisté ou agi dans une euthanasie. Vous imaginez les nuits des médecins et des soignants, même si au départ c'est une intention fraternelle. Non. Merci Marie-Emmanuelle, merci. Alors un mot
pour terminer, parce qu'on est un peu, quelques mots sur, vous le dites dans votre livre, c'est peut-être les passages les plus importants pour moi. Il ne faut pas mourir seul. Ah oui. Ne pas mourir dans la solitude. Et pour ça, il faut former, informer. Ce livre montre que l'on peut aller jusqu'au bout ensemble. Et il faut qu'il y ait des personnels appétents et compétents. Et moi, je forme les jeunes médecins justement à aller au-delà de ce tabou de la mort. Tenir ta main, c'est justement... Exactement. Oui. Et je pense qu'à une heure, on a besoin d'apaisement collectif. Oui. Il ne faut pas qu'on entre dans un débat frontal et militant pour ou contre l'euthanasie, mais qu'on apprécie le sujet dans sa complexité. Il y a des enjeux énormes autour de la fin de vie en France en termes d'accompagnement au deuil, de prise en charge, notamment de création de structures, de lieux dédiés, etc. Même pour faciliter la mort à domicile. Il y a énormément de sujets, donc ne simplifions pas le débat et essayons de prendre en considération cet immense défi qui est évidemment notre fin de vie qui nous concerne tous. Bien, merci beaucoup, merci à tous les trois d'être venus nous voir. Il est 11h57, vous êtes sur Sud Radio, merci.